Je vais commencer par vous parler du Sahara. Et le Sahara lui-même, c'est tellement immense que je ne vais pas pouvoir parler de tout le Sahara. Donc j'ai choisi de vous parler du Sahara central. Alors le Sahara central, c'est très simple, c'est la zone qui se trouve en gros du Tassili, la Tassili Najer, au Messac, qui est l'extrême sud-ouest de la Libye. Et je vais vous présenter l'historique des découvertes, parce que je pense que pour des zones qu'on ne connaît pas bien, dont on a moins entendu parler que l'art des grottes, et encore bien moins que de Lascaux, eh bien, c'est bien de faire un tour d'horizon historique, de faire un point sur l'histoire des recherches, comment tout ça a commencé, où on en est maintenant, parce que ça permet de comprendre des tas de choses assez facilement. Au Sahara, ça a commencé tout simplement avec quelqu'un qui s'appelle Heinrich Barth. C'était un explorateur allemand qui avait pour projet de rejoindre Tombouctou, hein, comme beaucoup d'explorateurs de l'époque. Et lui, il était omnicompétent, c'est-à-dire il était très bon botaniste, très très bon linguiste, bon anthropologue, bon géologue. Il avait fait des études dans tous ces domaines, ce qui fait qu'il notait absolument tout ce qu'il voyait et qu'il a fait un récit de voyage tout à fait remarquable et très intéressant encore de nos jours. Et pour aller à Tombouctou, il est passé par le sud-ouest libyen et il est passé par hasard dans une zone dont j'ai donné le nom tout à l'heure, qui s'appelle le Messac. Et là, il a trouvé des paysages qui lui ont paru grandioses. Ça, c'est une des illustrations de son livre en 4 volumes. Et évidemment, c'est des illustrations, vous allez voir ensuite ce qu'il en est de la réalité. C'est un petit peu forcé quand même, c'est un petit peu emphatisé. Les explorateurs ont toujours intérêt à montrer qu'ils vont dans des endroits grandioses et très dangereux. En réalité, ce n'est pas si grandiose que ça, vous allez voir comment c'est. Mais à son époque, évidemment, c'est 1850. 1850, c'est en juillet 1850 qu'il visite cette région. Et là, il trouve des images rupestres qui sont les premières à avoir jamais été découverte au Sahara. Et pour avoir un petit repère chronologique, je vous signale quand même, je vous rappelle que la découverte d'Altamira, c'est 1879, c'est-à-dire c'est longtemps après. Et là, on se trouve bien avant les découvertes d'art préhistorique en Europe, en France, dans le Périgord, en Espagne, etc. C'est bien avant. Et donc, il n'y a aucun point de comparaison. Il est complètement démuni quand il trouve ces images. Il a donné des gravures qui représentent un paysage particulier. Celui-ci, c'est l'endroit où il a découvert les gravures que vous allez voir. Et il s'est représenté lui-même, vous voyez, assis sur un rocher, en train de dessiner le paysage dans une mise en abîme, comme ça. Et l'autre loupe, à gauche, vous montre son campement. Et vous voyez que quand on regarde l'échelle, ça paraît une montagne à côté. Le campement a l'air d'être au pied d'une énorme montagne, tout ça a l'air très grandiose. Et il se trouve qu'en 2005, avec une équipe de télévision et puis Michel Grenet, qui est un dessinateur spécialiste dans le dessin des objets lithiques et dans l'art préhistorique aussi, nous sommes allés sur les traces de Barth et on a refait son itinéraire, on a suivi le chemin qu'il avait suivi et on a retrouvé cet endroit. On est allé à cet endroit exactement. Et Michel Grenet a joué le rôle de Barth, si vous voulez, et vous allez le voir ici dessiner le même paysage que vous avez sous les yeux, mais tel qu'il est dans la réalité. Vous allez voir ensuite, nous allons nous approcher de la gravure que Barth avait découverte en 1850, donc la première gravure rupestre jamais découverte au Sahara central. Notre attention fut attirée par quelques sculptures remarquables, enterrées dans les rochers de grès lisse et escarpés. Ces sculptures, quoique n'étant pas précisément des œuvres d'art d'une exécution parfaite, n'étaient pas non plus de simples ébauches d'un trait bien accentué. Elles portaient le cachet d'une main ferme et reposée, bien exercée à ce genre de travaux. Il y a une super gravure là, qui est sans doute la plus célèbre de tout le Messac maintenant. Qui a été publiée par Barth dans son bouquin. Ah, superbe. Donc Barth, quand il a vu cette scène, il a tout de suite pensé que c'était une scène mythologique. Il le dit.
Voilà, il a pensé que c'était une scène mythologique parce que, comme vous le constatez, c'est deux personnages qui se font face. Entre les deux, il y a un bovinet qui est plus ancien. Et ces deux personnages, en fait, portent des masques animaux sur la tête. Lui, il a pensé que c'était des êtres à rapprocher des divinités de la mythologie égyptienne. Évidemment, ça a fait très long feu, cette histoire-là. On en est beaucoup revenu. Mais à cette époque, il faut bien savoir qu'il n'y avait aucun élément de comparaison et il fallait bien qu'il essaye de trouver des comparaisons quelque part, des éléments d'interprétation quelque part. Et lui, il les a trouvés en Égypte et aussi dans la mythologie grecque. Voilà. Donc ça, c'était 1850. Et ensuite, il ne se passe pas grand-chose au Sahara, du point de vue des recherches en art rupestre, jusqu'à ce que Théodore Monod fasse son service militaire. Et en 1928, dans une région qui s'appelle l'Ahnet, qui est dans le sud saharien, il tombe sur des gravures rupestres lui aussi, et il occupe une grande partie de son service militaire à faire des dessins à main levée de gravures. Il fait aussi quelques photos, bon, très très peu. Vous voyez l'objet qu'il utilise pour donner l'échelle sur les photos, ça donne un petit peu une idée de l'ambiance. Mais très peu de ces photos ont été publiées. En général, il a publié des relevés faits à la main dans ce livre qui s'appelle donc l'Adrar Ahnet, qui a été publié en 1932 et dans lequel il donne les dessins qu'il a réalisés sur place. Voilà, ça donne ça. Donc c'est des dessins, vous voyez, il a sélectionné les dessins, il les a reclassés ensuite par thème, comme ça s'est fait et comme ça se fait parfois encore malheureusement au Sahara, parce que du coup on n'a pas trop d'idées du contexte. Et ensuite vient quelqu'un dont on parlera plusieurs fois, qui s'appelle Leo Frobenius. Donc voici Leo Frobenius. Frobenius, c'était un anthropologue allemand, très grand anthropologue allemand, qui a eu l'idée de s'intéresser aux arts préhistoriques, mais aussi à la mythologie, aussi à l'art en général, un petit peu à tout. Et pour ce qui concerne l'Afrique, en fait, il a décidé, il s'est dit que la documentation telle qu'elle existait était insuffisante et qu'il fallait faire soi-même sa propre documentation. Donc il a monté des tas d'expéditions plusieurs années de suite pour collecter des mythes, des chants, des contes, des masques, des objets, des traditions, des rituels, etc. et aussi de l'art rupestre. Et il a été, comme il avait à peu près tout lu ce qui était publié avant lui, il a vu le texte de Heinrich Barth, il est allé sur place et il a fait des photos, lui, parce qu'à ce moment-là, la photo s'était quand même déjà pas mal développée. Il a fait des photos, mais il a aussi engagé des dessinateurs et dessinatrices professionnels pour faire des dessins, des gravures dans cet endroit qui est surtout orné de gravures. C'est, disons, l'endroit du monde, un des endroits du monde où il y a le plus de gravures rupestres. On en connaît plusieurs dizaines de milliers. Il y en a sans doute quelque chose comme 30 000. Et dont des éléphants qui sont plus grands que nature. Ce n'est pas des petites gravures. Et là, c'est pareil, je vous redonne un petit extrait du film de tout à l'heure où on a retrouvé le site sur lequel Frobenius a pris cette photo et Michel Grenet fait un dessin, imagine l'animal qui est représenté ici. Cet animal, c'est ce qu'on a appelé le bubal antique. Maintenant, c'est une appellation qui est devenue obsolète. On l'appelle plutôt Pelorubis anticus ou Homoioceras anticus. C'est le grand buffle antique, c'est un animal absolument gigantesque, qui devait être absolument terrible, qui a beaucoup impressionné les peintres et les graveurs qui l'ont représenté, et qui a disparu il y a, disons, on ne sait pas trop, on ne connaît pas la date exacte de sa disparition, mais on sait que vers 2000, 3000 avant notre ère, les derniers de ces animaux devaient encore parfois se manifester au Sahara central. Ah, ça c'est le grand buffle antique. Ouais. Bah, les cornes de face, c'est la tête de profil. Donc j'essaie de le visualiser un petit peu dans sa position frontale. C'est une bête qui a disparu il y a environ 5000 ans. Ah oui, d'accord. C'est une bête qui n'existe plus, qui a complètement disparu. On a trouvé des crânes et d'une pointe de corne à l'autre, on a un crâne qui fait 3,27 m. Donc c'est une bête gigantesque. Non, c'est vraiment particulièrement redoutable.
3,27 m d'une pointe de corne à l'autre. C'est la dimension du crâne de cet animal conservé actuellement au musée du Bardo à Alger. Donc on comprend que cette bête-là a impressionné les préhistoriques qui vivaient dans la région en même temps que lui. Alors, Frobenius a publié les résultats de ses travaux dans un très grand livre que voici, qui s'appelle Eka de Ektab. Eka de Ektab, c'est, disons, une interprétation allemande de l'appellation des termes touareg qui veulent dire les pierres gravées. On va faire un petit flashback, parce que là, on était dans les années, il a publié son livre en 1937. Donc, on va retourner un petit peu dans le temps pour aller à Strasbourg, dans un cinéma. Et dans ce cinéma, il y a quelqu'un qui s'appelle Charles Brennan. Quelqu'un connaît Charles Brennan? Vous avez entendu parler de Charles Brennan? Charles Brennan, à ce moment-là, c'est un jeune homme. Il va pas bien parce que sa copine l'a lâché et alors il est complètement dépressif et il est même au bord du suicide. Il erre lamentablement dans les rues de Strasbourg. Il passe devant un cinéma. Pour se changer les idées, il rentre dans le cinéma et il regarde le film qui passait là. Et le film qui passait là, donc tout à fait par hasard, c'est celui-ci. L'Atlantide, ce vieux rêve de l'humanité, ce continent englouti, cette civilisation puissante, nul géographe ne saurait en déterminer avec certitude l'emplacement. Pourtant, ce monde disparu a existé. Que dis-je? Il existe peut-être encore. On a soutenu cette hypothèse que l'Atlantide avait été non pas engloutie par l'océan, mais submergée par les sables du Sahara. Hypothèse qui repose sur des arguments solides. Combien de caravanes perdues, d'avions disparus, d'hommes égarés sans laisser de traces. Il y a aujourd'hui encore dans le Sahara des contrées que nul Européen n'a pu atteindre, dont nul Européen, du moins, n'est jamais revenu. Ne peut-on imaginer que l'Atlantide n'a pas été engloutie tout entière, qu'elle émerge en partie, qu'elle sert de refuge, de centre de résistance et de retraite aux tribus de l'extrême sud, qu'elle conserve des communications avec la surface, que ce n'est pas une chimère cherchée. Voilà, panne de communication. Celui que vous voyez ici plongé dans un abîme de réflexion, c'est le capitaine Morange, qui est le héros du film et du livre de Pierre Benoît dont est tiré le film. Et lui, il est là en poste en plein milieu du Sahara et ses histoires d'Atlantide englouties par le sable, ça le fait rêver. Et je vous laisse lire le livre ou regarder le film pour connaître la suite. Mais ce qui est intéressant pour nous et pour la rupestre saharien, c'est que Charles Brennan, qui était rentré là-dedans pour se changer les idées après que sa copine l'ait quitté, en fait, ça lui donne envie de partir, de tout laisser tomber et de partir au Sahara. Et de fait, il part au Sahara. Il est fasciné par ce qu'on appelle alors les méharistes, les compagnies méharistes, les goumiers, etc. Il y a tout un vocabulaire qui, à l'époque, et dans les romans de l'époque, était très fréquent et qu'on a un peu oublié. Et très vite, il se retrouve au Sahara et il se retrouve méhariste, chef d'un peloton de méharistes, d'une compagnie de méharistes. Vous le voyez ici. On a l'impression qu'il est rentré dans le film. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, très vite, pour s'occuper, il est nommé à Djanet. Djanet, c'est dans l'extrême sud de algérien, c'est à la limite de la frontière avec la Libye. C'est un point de passage entre la Libye et l'Algérie, entre l'Atassiline Najer et le Msak. Et là, il fait des explorations, il fait des reconnaissances, il fait des cartes, comme font tous les militaires à cette époque, tous les militaires français à cette époque. Et par hasard, il arrive dans une vallée sèche, ce qu'on appelle dans ces endroits-là un wadi. Et il arrive dans le Wadi Djerat, qui est devenu célèbre depuis, parce que là, il découvre d'une part quelques peintures, mais il découvre surtout beaucoup de gravures. Et là, lui qui n'y connaît rien, lui qui est arrivé là complètement par hasard, vraiment c'est simplement à la suite de son désespoir amoureux, et il s'est engagé dans l'armée comme ça, lui qui ne connaît rien se met à faire des relevés et à dessiner ces images qu'il voit pour la première fois.
Et il les dessine pas mal, et il prend même les dimensions, il fait ça plutôt bien. Il fait un petit dossier, et il envoie ce petit dossier à Maurice Régas. Maurice Régas, à ce moment-là, il est professeur de préhistoire à Alger. C'est un grand préhistorien qui a laissé un nom tout à fait estimable dans l'histoire de la préhistoire. Et Maurice Régas, très intéressé, décide de faire appel à un peintre professionnel pour relever ses images. Alors là, le peintre professionnel, c'est Louis-Pierre Rigal. Donc, je ne sais pas si Gwen Rigal est ici, mais c'est Louis-Pierre Rigal, hein, je dis bien Louis-Pierre Rigal. C'est peut-être un nom prédestiné, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il est très célèbre. C'est un peintre Grand Prix de Rome, un peintre, une espèce de peintre officiel, vous savez, qui est spécialisé dans les scènes bucolico-champêtres. Donc, vous voyez ici un exemple. Profitez-en parce que c'est l'image la plus sexy de toute la soirée. Hein, donc, voilà. Et il est aussi célèbre parce que c'est lui qui a dessiné le timbre de l'exposition coloniale de 1931. Donc, vous voyez, un peintre, tout ce qui est plus officiel. Grand Prix de Rome. Alors, je ne vais pas épiloguer sur la qualité de son œuvre, mais l'intérêt des Grands Prix de Rome, c'est que c'est des gens qui savent dessiner. Ça, c'est sûr. Et donc, c'était très intéressant d'emmener Pierre Rigal avec lui, du point de vue de Maurice Régas, parce qu'il allait pouvoir dessiner des images très difficiles à photographier. Notamment, il faut savoir qu'au Gérard, par exemple, il y a un panneau horizontal sur lequel se trouvent 7 girafes qui mesurent, enfin peut-être pas 7, 5 ou 6 girafes, avec les coups entrecroisés dans une très belle scène, sauf que ces girafes font plus de 7 mètres de long chacune. Et donc, pour faire une photo de ça, il faut tout un échafaudage, des échelles ou alors maintenant un drone. Mais à cette époque-là, un dessinateur pouvait, de chic comme ça, redresser le panneau virtuellement, si je peux dire, et le dessiner. Donc, Rigal accompagne Régas, et tout ça va être publié en 1935. Voilà, un dessin de girafe. Voici un dessin d'un personnage masqué ou d'un théranthrope suivi d'un chien. Et puis, voici une des célèbres images de chars qui ont fait couler beaucoup d'encre au Sahara avec l'hypothèse de la fameuse route des chars. Et puis voici aussi relevé par Rigal une peinture de ce même Wadi Djerat. Cette peinture représente un groupe de femmes peut-être qui sont assises en rond. Au milieu, il y en a peut-être qui dansent et qui chantent. Et ça a été publié par Maurice Régas sous le nom de groupe de femmes stéatopiges à affinité sud-africaine. Parce qu'à cette époque-là, dès qu'on voyait des représentations de femmes stéatopiges ça veut dire avec des grosses fesses, hein, tout simplement, hein, on pensait aux Boshiman, on pensait aux Hottentotes, on pensait à certaines populations de l'Afrique australe, et on pensait que ces populations, autrefois, s'étaient répandues beaucoup plus au nord, et on se mettait très vite à tracer des grandes flèches sur le continent, et même jusqu'au Levant espagnol, puisqu'on a fait des comparaisons aussi entre ces peintures-là et les peintures du Levant espagnol. Mais évidemment, tout ça, maintenant, est un petit peu oublié. Parmi les gens connus qui ont contribué à nous informer, il y a quelqu'un qui s'appelle De Chasseloup-Loba. De Chasseloup-Loba, c'était quelqu'un qui appartenait à une grande famille charentaise et qui était alpiniste. Donc lui, il a été au Sahara au départ pour grimper dans les montagnes. Il y a des pics qui sont assez difficiles à grimper, ça lui plaisait, donc il est parti avec d'autres amis alpinistes pour grimper. Et il en a quand même profité pour faire des photographies qu'il a publiées dans un livre. Parmi ces photographies, on le voit ici, aux côtés d'une magnifique gravure de lion. Et surtout, dans son livre, il a fait des relevés qui sont, à mon sens, voilà la couverture de son livre, qui sont, à mon sens, parmi les plus beaux. Et voici quelques-uns, on va feuilleter le livre et voir quelques-uns de ces relevés qui sont faits à la gouache, qui sont très fidèles aux originaux et qui sont parmi les plus beaux relevés en couleur jamais faits au Sahara, en tout cas en Afrique également. Ces images sont devenues assez vite célèbres parce que, évidemment, je vous laisse juge de la qualité artistique qui est quand même évidente. On passe ensuite, un petit peu plus tard, années 42, il y a un préhistorien italien. Ceux qui s'intéressent bien à la préhistoire ici le connaissent sans doute, c'est Paolo Graziosi, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'art paléolithique également. Et comme la Libye a été une colonie italienne, il y est allé lui aussi, et il a relevé des tas de peintures et de gravures. Il a publié un livre en 1942 qui s'appelle L'arte rupestre della Libia. Et puis ensuite, on passe à La seule femme de l'histoire. Nous avons donc acheté des chameaux, engagé un chamelier, et après des semaines, presque 3 mois,
on nous a demandé de faire un travail très intéressant. C'est Jolanta Tchoudi. Yolande Tchoudi. Elle est partie de Suisse, elle a été au Sahara dans les années 50, dans la Tassiline Nager. Elle a fait un énorme travail, elle a relevé des tas de peintures, elle a fait beaucoup de photographies. Malheureusement, ce travail est resté pratiquement inconnu, je me demande un petit peu pourquoi. Et voilà, un exemple de relevé qui se trouve dans son livre, dont vous voyez la couverture à droite. Le livre a été publié en 1956, si je ne me trompe. Et puis ensuite, elle a fait un deuxième livre de photographie. Et à l'époque, les livres de photographie, c'était quand même assez rare pour que ce soit signalé. Vient ensuite, dans les mêmes années, alors dans ces années-là, les années 50, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités au Sahara. Jolanta Tchoudi. Du côté libyen, vous allez voir Fabrizio Mori. Et du côté français, il va y avoir, du côté français et algérien, il va y avoir Henri Lotte. Che mi hanno accompagnato per le riproduzioni delle pitture, tutte persone alle quali io debbo tutto, e quindi la mia persona oggi viene in un certo senso. Donc vous voyez là, il travaille sur place, il est dans un abri sous roche dans l'extrême sud libyen, dans une zone qui s'appelle la Koukas, une chaîne de montagnes qui s'appelle la Koukas, et il fait comme faisaient la plupart des gens à cette époque, c'est-à-dire qu'il fait des relevés sur place et il les met en couleur sur place. Il fait des calques et des mises en couleur à la gouache ou à l'aquarelle sur place, tout ça pour produire un livre qui est sorti en 1965 et qui regroupe tous ces documents et qui a fait connaître au monde les peintures et les gravures de la Koukas. Au même moment, de l'autre côté de la frontière, en Algérie, on a Henri Lotte et son équipe de peintres qu'il a recrutés à Montmartre, qui relèvent des peintures dans toute une série d'abris. On va refaire un petit flashback. Vous vous souvenez de Charles Brennan, qui est parti au Sahara après avoir vu le film L'Atlantide. Bon, mais maintenant il est au Sahara et il monte en grade. Et il se trouve finalement diriger le poste militaire de Janet, donc un poste important. Et donc il est un peu libre de ce qu'il fait et il passe tout son temps à se promener dans les environs et à chercher des sites à peinture et à gravure. Et il en découvre plein. Donc vous voyez une série de noms là, de ces sites qui sont maintenant des noms pour le Sahara aussi célèbres que le nom de Lascaux, on peut dire. Hein. Il fait des relevés au crayon de couleur, comme celui que vous voyez à gauche. Il dessine, et il recopie des centaines et des centaines de peintures rupestres. À ce moment-là, bon, comme vous savez, il y a beaucoup de militaires français au Sahara du côté algérien. Et il y en a un qui s'appelle le capitaine Le Rumeur. Et lui, il s'intéresse aux objets lithiques. Il ramasse ce qu'il voit par terre dans les sites. Et il trouve un site à Tamaya, très important apparemment, et il ramasse ce qui lui plaît, parce qu'il ne connaît pas grand-chose, ce qui lui paraît joli. Il ramène ça à l'abbé Breuil. L'abbé Breuil, à cette époque-là, c'était le pape de la préhistoire, c'était le grand patron de tout ce qui était la préhistoire en France et bien au-delà de la France. Et donc, l'abbé Breuil, il trouve ça très intéressant, et il demande à son élève, qui est Henri Lotte, il lui demande d'aller voir sur place pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est de ce site, qui a l'air important. Alors Henri Lotte, à ce moment-là, lui, c'est un explorateur du Sahara, il s'occupe de lutte anti-acridienne, il inventorie les reptiles, il prélève du venin sur les vipères, il s'occupe un peu de préhistoire, il s'occupe un petit peu de tout. Il est plutôt aventurier, voilà, il n'est pas spécialisé vraiment dans l'art rupestre, mais il y va, son patron, c'est l'abbé Breuil, donc il obéit, il va au Sahara. Il va au Sahara, comme tout le monde, il arrive à Janet, c'est la porte d'entrée vers le Sahara, et là, comme Charles Brennan est devenu le patron du poste militaire de Janet, le commandant du poste militaire, eh ben, forcément, ils se rencontrent. Ils se rencontrent et Brennan, avec son guide qui s'appelle Djebrine, alors lui c'est un Touareg, c'est le Touareg qui connaissait tous les sites de la Tassiline Nager, qui savait comment y aller, qui avait repéré ça depuis très longtemps et qui a guidé Brennan et Henri Lotte sur les sites. S'il n'y avait pas eu Djebrine, eh bien, on ne connaîtrait pas grand-chose de la rupestre du Sahara. Donc il est conduit, tous les deux, à de très nombreux sites. Et dans le même temps, Brennan, on a l'impression qu'il se méfie un petit peu parce que tous les dessins, toutes les copies d'images qu'il a faites de peinture rupestre, qu'il a fait depuis tout un moment, il les réunit, il fait des dossiers, il relit bien soigneusement ces dossiers, il les signe, et puis il envoie tout ça à l'abbé Breuil. Alors l'abbé Breuil reçoit ça, il trouve ça vraiment très 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 bien, l'abbé Breuil, il trouve ça tellement bien qu'il décide de les publier. Et il décide de les publier à son nom.
Et pour ça, il fait appel à un vieil ami qui est l'abbé Buissoni, qui est aussi un grand nom de la préhistoire. Et l'abbé Buissoni, en fait, c'est un vieux copain de l'abbé Breuil. L'abbé Breuil lui dit, écoute, tu vas refaire tous les dessins de Brenan pour la publication. Et il lui donne des instructions, c'est lui qui le dirige, parce qu'évidemment l'abbé Buissoni, il n'y connaît rien, lui, personne n'y connaît rien à cette époque-là dans la rupestre du Sahara. Donc il lui donne les dossiers Brenan, puis il dit tu recopies, alors tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ceci. Voici un original, une copie originale faite par Brenan sur place, une copie de peinture rupestre. Et voici la copie de la copie faite par l'abbé Buissoni. Voilà ce que ça donne. Alors si on les compare comme ça au premier coup d'œil, vous savez, quand on joue au jeu des 7 erreurs, même s'il y en a des très grosses, on les voit pas tout de suite, hein, c'est pas si évident. Et là, ça semble assez correct, non, comme copie, ça paraît quand même pas mal. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que quand on recopie un dessin de quelqu'un d'autre, ça peut arriver qu'on oublie des choses, un détail, voilà, on n'a pas fait attention, on a oublié, on a été trop vite. Mais qu'on rajoute des choses, ça c'est très étonnant. Et là, l'abbé Buissoni, en fait, il a rajouté un personnage. C'est-à-dire que Brenan, qui était sur place, lui, n'a pas vu ce personnage, et Buissoni, qui n'était pas sur place, qui n'a jamais mis les pieds au Sahara, eh bien, il a rajouté un personnage. C'est-à-dire que ces relevés, revus par Buissoni, ne sont pas des plus fiables, disons. Tout ça, malheureusement, a été ensuite publié, présenté d'abord par l'abbé Breuil au congrès de préhistoire d'Alger, au grand congrès panafricain de préhistoire d'Alger, en 1952. Ça se tenait à Alger parce que ça aurait dû se tenir à Johannesburg. Donc là, Afrique australe, Johannesburg. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce que les gens ont refusé d'y aller à cause de l'apartheid. Il y a eu une grosse manifestation des préhistoriens qui ont dit non, on ne va pas soutenir l'apartheid là-bas, on va trouver un autre endroit. Ce congrès s'est tenu à Alger, sous la présidence de l'abbé Breuil. Et l'abbé Breuil, évidemment, semble-t-il, a un petit peu profité du fait qu'il était président pour placer son article sur les peintures du Sahara. Voici les roches peintes du Tassili Nager par l'abbé Breuil. En réalité, c'est le travail de Brenan. Il a juste ajouté quelques petites annotations de son cru et puis une bibliographie par Henri Lotte. Et voici ce que ça donne. C'est des pages et des pages et des pages qui sont des relevés de Brenan redessinés par l'abbé Buissoni. Il y en a en tout 154 pages, oui c'est ça. C'est énorme, c'est pratiquement un livre et ça fait l'ouverture du gros volume des actes du congrès panafricain de préhistoire. Pour ceux qui connaissent ces congrès-là, quand c'est publié, en général, c'est publié dans l'ordre chronologique et dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'on commence par la préhistoire la plus ancienne, très haute préhistoire, puis on se rapproche du temps, puis on finit par les âges des métaux et puis l'Antiquité tardive. Voilà, le néolithique, c'est quelque part au milieu. Et là, comme l'abbé Breuil, quand même, c'était l'abbé Breuil, eh bien, son article, lui, il se trouve au début. Et il est énorme. Et Breuil, non content en fait d'avoir, disons, capturé le travail de Brenan et de l'avoir publié à son nom, il pense que ce qu'a vu Brenan, bon, qui est quand même quelqu'un a priori de pas très compétent, puisque c'est juste un amateur comme ça qui a fait ça parce qu'il a trouvé ça joli, il se dit que c'est sans doute juste une toute petite partie de ce qui existe en réalité. Et il pense que lui, on verrait beaucoup plus, parce que lui, c'est quand même un professionnel, quelqu'un de sérieux, et donc il décide de monter une expédition dans la Tassili pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors pour ça, il s'adresse à son élève, encore une fois, Henri Lotte, parce qu'Henri Lotte a l'habitude d'aller au Tassili, au Sahara en général, il sait comment organiser les missions, tout ça, comment trouver les chameaux, c'est pas évident. Vous voyez à droite des courriers d'Henri Lotte, des échanges de courriers entre Henri Lotte et Breuil pour organiser la mission. Ça avance pas mal, voilà, il décide finalement d'y aller à trois. Il y aurait Breuil, il y aurait Henri Lotte et il y aurait Charles Brenan. Et ils sont sur le point de partir quand tout d'un coup, Charles Brenan fait une crise cardiaque et il meurt. Et du coup, la mission tombe à l'eau. Les gens décident de ne pas y aller. Enfin, l'abbé Breuil dit non, je commence à me faire vieux, c'est compliqué, le Sahara, il fait chaud, tout ça, j'y vais pas. Mais Henri Lotte, lui, il décide d'y aller. Alors, il part. Et il recrute des assistants au hasard, comme ça, il va à Montmartre. Il va là où il y a tous les gens, vous savez, qui fait les artistes peintres là, qui font des portraits des gens de passage comme ça. Et il en prend quelques-uns avec lui et il les emmène au Sahara pour redessiner les peintures. Et
pour faire des calques directs. Il leur apprend comment faire des calques directs. Calque direct, c'est on applique le calque directement sur la paroi pour refaire le dessin. C'était les méthodes qu'utilisait l'abbé Breuil et les autres que vous avez vues auparavant. Et il leur explique comment faire, mais il introduit des améliorations parce que, enfin, ce qu'il appelle, lui, une amélioration majeure, parce que c'est au Sahara. Donc au Sahara, il fait très chaud. Et donc, quand on mouille les parois, ça s'évapore très vite. Et donc, quand on met le calque, on commence à dessiner, l'eau s'évapore et on ne voit plus la peinture. Parce que l'eau sur les parois, c'est pour rendre les peintures plus visibles. Hein. L'eau s'évapore, donc on est obligé d'enlever le calque, remettre de l'eau, recommencer, c'est très pénible. Alors il trouve une idée, ce qui est de repasser les images préhistoriques directement au fusain, de mouiller pour que ça se voit bien. Il repasse au fusain sur la paroi directement sur les images originales. L'eau s'évapore, mais le fusain reste. Et à ce moment-là, on a tout le temps pour faire les calques. Et quand les calques sont terminés, eh bien, il prend une éponge avec bien de l'eau et il nettoie la paroi pour enlever le fusain. Il faut savoir que Lot, qui était un très habile publicitaire et qui savait très bien comment lever des fonds pour ses missions, il a eu des tas et des tas de sponsors. Et parmi les sponsors, il y avait Spontex pour les éponges. En tout cas, le résultat de ce travail, c'est bien sûr les relevés qui sont actuellement conservés au Musée de l'Homme, mais c'est surtout que partout où Lot est passé, il a mis tellement de fusains partout qu'on ne peut plus dater ces peintures. Elles sont complètement polluées. On ne peut plus les dater au carbone 14. Vous savez que le carbone 14, ça fonctionne avec le carbone, et le fusain, c'est du carbone. Lot était très fier de ses méthodes de travail, tout comme l'abbé Breuil, son maître d'ailleurs, et tous les deux pensaient que la méthode qu'ils utilisaient était la meilleure, et qu'elle était bien meilleure que le fait de faire des photographies. Ils pensaient que les photographies, c'est pas fiable, mais que faire des relevés, c'est beaucoup plus fiable. Et donc, il a demandé à quelqu'un qui était un cinéaste et photographe au Musée de l'Homme, Jean-Dominique Lajoux, de venir faire un documentaire sur ces techniques de travail. Et le documentaire n'a jamais été publié. Ce film n'a jamais été montré parce que Henri Lot n'a pas voulu qu'il soit montré, et en le voyant, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc, on commence par mouiller les peintures avec l'éponge Spontex. Donc, vous voyez, toute la paroi est soigneusement mouillée, avec vraiment abondance d'eau. Vous voyez que ça ruisselle sur la paroi, on voit l'eau qui coule. Ensuite, on repasse directement au fusain sur la peinture. Là, il y a une double ration de carbone, parce qu'en plus, ça c'est Jean Guichard, il fume la pipe en plus. Donc là, c'est pour les datations, c'est mort. Et une fois que c'est bien repassé au carbone, on prend le calque transparent, on l'applique tant bien que mal sur la paroi, et il tient moyennement, disons, sur la paroi, et on fait le calque direct sur la paroi. Évidemment, je n'ai pas la peine de préciser que maintenant, plus personne ne travaille comme ça, normalement, nulle part dans le monde, que tous les spécialistes sont unanimes pour dire qu'il ne faut pas faire de calque direct sur la paroi, il ne faut même pas toucher aux peintures quand on en trouve, parce que ça les abîme irrémédiablement et ça met en péril toute possibilité de datation. Mais là, donc, ils y allaient tranquillement. Et ensuite, le but, c'était de retranscrire le calque sur des papiers canson. Vous savez, comme quand on faisait à l'école, hein, vous faites un calque, vous redessinez derrière, vous retournez et vous passez comme ça, et ça transpose sur le papier. Voici le même procédé. Ils retranscrivent les calques sur du canson. Et ensuite, nous explique Henri Lot, eh bien, on va mettre les couleurs directement, la gouache ou l'aquarelle, directement sur place, parce que comme ça, ça va permettre de contrôler. Et il explique même que ceux qui font ça se mettent en face de la paroi, de manière à bien avoir le modèle sous les yeux pour donner des images absolument fidèles du point de vue des couleurs. Donc voici le tracé non colorié. Et vous allez voir ensuite un des peintres de Lot qui s'appelle Guichard, celui-ci, et qui est en train de prendre de la couleur dans son godet et qui met en couleur. Et vous voyez qu'en fait, il tourne le dos à la paroi. Donc tous les calques réalisés, tous les relevés réalisés par Henri Lot ont été réalisés de cette manière. Une fois ce travail réalisé, ça a pris quand même de très longs mois, eh bien toute l'équipe est rentrée à Paris
Et en 1957, il y a eu une très grande exposition qui a fait énormément de bruit, exposition au Musée des Arts Décoratifs, où une grande partie de ces relevés ont été exposés. Pas tous, parce qu'il y en a un peu plus d'1 millier de ces relevés, mais la plupart de ceux qui sont les plus impressionnants. L'exposition a été inaugurée par l'abbé Breuil, que vous voyez ici, en compagnie de Léon Pal. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent le docteur Pal, parce qu'il est célèbre notamment pour avoir relevé les gravures des plaquettes de la marche. Cette exposition a fait beaucoup de bruit. À ce moment-là, on en a beaucoup parlé dans les journaux, et c'est ce qui a rendu l'art du Sahara célèbre. Encore aujourd'hui, s'il est aussi célèbre, c'est à cause de cette exposition-là. Ça a fait tellement de bruit que tous les journaux... Il y a eu un numéro spécial de Paris Match, par exemple. Voilà. Et tous les people de l'époque se sont pressés à l'exposition, en particulier des écrivains, par exemple Roger Vaillant, qu'on connaît, il a pris Goncourt, donc célèbre, et il a fondé un mouvement poétique qui s'appelle Le Grand Jeu. Donc voilà, il visite l'exposition, on en parle dans tous les journaux. Et puis il y a un visiteur célèbre qui est Pierre Benoît. Et Pierre Benoît, c'est celui qui avait écrit en 1919 l'Atlantide, duquel avait été tiré le film de Pabst qu'avait été voir Charles Brenan. Et en fait, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que Charles Brenan s'est engagé au Sahara parce qu'il a vu l'Atlantide. Et finalement, Pierre Benoît, auteur du livre de l'Atlantide, va visiter l'exposition des peintures relevées par Lotte, qui était lui-même sur les traces de Charles Brenan. Et dans son livre, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, l'Atlantide, il a eu un très très grand succès autrefois, et c'était une lecture d'adolescent presque obligée. La reine de l'Atlantide s'appelle Antinéa. Alors c'est un nom qu'il a inventé, Pierre Benoît, mais c'est inspiré de la réalité, parce que dans la réalité, la reine des Touaregs, enfin l'ancêtre mythique féminin des Touaregs, s'appelle Tinhinan. Alors, il y a eu un catalogue de cette exposition. C'est l'abbé Breuil qui fait la préface du catalogue et qui fait la présentation. Et dans la préface, il nous apprend, l'abbé Breuil, qui a connu Henri Lotte en culotte courte, il nous apprend que quand il était jeune, quand il était adolescent, il était littéralement hypnotisé par Antinéa. Et du coup, Henri Lotte, le premier grand livre qu'il fait sur les gravures rupestres du Sahara, qui s'appelle « À la recherche des fresques du Tassili », qu'on peut encore trouver en librairie maintenant, c'est un énorme succès de librairie traduit dans des dizaines de langues. Il a tout un chapitre pour poser la question, est-ce que nous avons découvert l'Atlantide? Alors il n'ose pas dire qu'il a découvert l'Atlantide, quand même, il ne va pas jusque-là, il laisse le doute planer. Et en tout cas, il présente cette peinture qui a été relevée par les peintres de son équipe, et cette peinture, il l'appelle Antinéa. Et il fait cette légende. Je pense à Antinéa, la célèbre déesse libyenne qui inspira le roman de Pierre Benoît et dont on pense qu'elle fut adoptée par les Grecs sous le nom d'Athéna. C'est du pur délire au point de vue linguistique, au point de vue historique, mais ça montre bien à quel point, à cette époque, et peut-être encore maintenant, il y avait une interpénétration entre la mythologie contemporaine, la mythologie du 19e et du début du 20e siècle, et la recherche scientifique.